merci d'être venu. Bonjour Baye Omar, c'est tout mon plaisir de me retrouver ici. Ça fait quand même un assez bout de temps que je ne suis pas venu. On se félicite et on félicite l'ensemble des camarades qui ont activement travaillé pour qu'on puisse recevoir le récépissé, qui n'est qu'un acte formel de reconnaissance de parti politique. Mais je me demande d'ailleurs dans le contexte démocratique dans lequel on est, où tous les pièges sont posés pour que l'exercice de la liberté politique soit bridé par l'argent. On y reviendra peut-être, les cautionnements à déposer même pour les élections locales, et beaucoup d'argent qui empêche l'expression démocratique parce qu'on entre dans un système censitaire, et aussi les parrainages et tout ça. Je me demande si la démocratie a encore beaucoup de sens au Sénégal, et surtout si on sait que l'ensemble des moyens de l'État sont mis à la disposition d'un parti politique. Tant que cela ne cessera pas, on y reviendra sur les questions de dialogue peut-être, on ne peut pas parler de système démocratique parce que la démocratie pose l'égalité. Mais en plus, ça traduit quelque chose de plus profond, un mal plus profond qui traverse notre société. Personne ne peut dire qu'il n'a pas vu, surtout l'Assemblée nationale, la justice n'a pas vu, par exemple, des voitures de la Poste avec des posters de Benno Bokk Yakaar utilisés massivement. Beaucoup de chauffeurs de l'administration, beaucoup de véhicules de l'administration aujourd'hui sont utilisés permanemment à des campagnes à l'intérieur du pays pour un parti politique, je veux dire la paire. Et ça, c'est l'utilisation des moyens publics pour des privés en pleine connaissance de tout le monde quasiment, sur la place publique quasiment, sans que personne ne bouge. On a vu l'argent peut être distribué comme on distribuerait du mil à des oiseaux durant la campagne, sans qu'aucune enquête ne soit faite. Alors, on croit que les problèmes de ce pays, on y reviendra, seront réglés que par des dialogues et des discussions. Non, il faut des actes, il faut agir. Et il y a suffisamment de force à certaines institutions pour qu'elles puissent agir sans qu'il y ait aucun dialogue. Oui, je me félicite de la mise en place de ce pôle, qui est un congrès, c'est-à-dire que dans le sens anglophone d'un rassemblement pour des discussions sur l'avenir du pays. Et chaque fois qu'un consensus peut être établi entre nous sur certaines questions, on va essayer d'aller ensemble le plus profondément, avec des objectifs ultimes de peut-être pouvoir tisser une alliance. Premièrement. Deuxièmement, ceux que vous avez cités par ordre alphabétique correspondent à des Sénégalais qui ne peuvent pas être taxés de radicaux. Avoir un principe, être constant dans ce pays. Mais pourquoi vous vous isolez? Parce qu'il y a quand même le FNR, le Front National de Résistance, dans l'opposition, et vous avez un autre groupe. Maintenant, vous portez la troisième voie. Pourquoi? Non, on est toujours dans le FRN. Chacun de ces partis est encore membre à part entière du FRN qui est un front. Mais au-delà des questions, j'allais dire conjoncturelles, ponctuelles, par rapport au dialogue, nous pensons qu'il est peut-être possible de construire un véritable pôle politique avec des valeurs communes, des identités plus ou moins proches, et peut-être une étape ultime, essayer dans la mesure du possible de fusionner, pourquoi pas. Donc nous sommes en train de vouloir créer un rassemblement, comme qui dirait hier, un pôle de gauche ou un pôle de droite, etc., un rassemblement le plus large possible sur la base de valeurs partagées qu'on ne discutera plus, et sur la base de pratiques avérées conformes à ces valeurs. Voilà un peu. Mais il ne s'agit pas de s'isoler. Tout le monde participe d'ailleurs aux réunions qu'on tient régulièrement au siège de Bokk Gis Gis. Je crois que le CRD a publié une déclaration qui pose un certain nombre de constats fondamentaux sur lesquels je pourrais revenir, mais qui ne ferme pas la porte totalement, moyennant des concessions fortes faites par rapport au principe même de démocratie qui doit soutenir toute discussion. Ça, c'est le CRD, je vous renvoie à la déclaration. En ce qui concerne personnellement la République des valeurs, ce que je puis vous dire, c'est que je me pose des questions sur l'opportunité du dialogue. Je vais m'expliquer simplement. Pour ou contre? Oui, je vais répondre rapidement. Je ne suis pas pour un dialogue organisé par Macky Sall pour se sortir du trou dans lequel il s'est mis et il a mis le Sénégal. Je m'explique.
Le dialogue était dans l'agenda de Macky Sall bien avant les élections. Ah oui? Il l'a dit au micro de vos confrères de l'extérieur, comme souvent d'ailleurs il s'exprime à l'étranger sur des questions qui intéressent le Sénégal. Il avait dit on verra après les élections dans un climat détendu, etc., ce qu'on fera. Mais là, sous-entendu, là, avant les élections, laissez-moi maintenir la pression, gagner les élections comme je m'organise pour les gagner, avec tous les moyens que j'y mets, quitte à tordre le cou aux principes élémentaires de démocratie. Et une fois que j'aurai gagné, en ce moment, on pourra revenir au dialogue, sur le dialogue. Je dois rappeler aux Sénégalais que le dialogue en lui-même ne peut pas produire un miracle. Sinon, après les assises nationales, il ne peut pas y avoir de dialogue plus conscientiel que les assises nationales, où même des syndicats de presse, comme Synpics, le patronat, secteur privé, comme CNES, des intellectuels, des universitaires, des hommes libres, comme le professeur Amadou Mahtar Mbow, des partis politiques avaient participé et étaient partis visiter l'ensemble du pays, ont organisé des audiences à travers le pays. Et là, tous les Sénégalais qui le souhaitaient se sont librement exprimés. On a sorti des recommandations absolument consensuelles sur lesquelles Macky Sall lui-même a apposé sa signature. Rien ne vaut plus qu'une signature. Et il a passé le temps entre 2010, 2011, 2012 jusqu'aux élections à promettre des réformes substantielles qui feraient progresser la démocratie du pays. Une fois arrivé au pouvoir, la première chose qu'il a faite, c'est de casser le minimum qu'il avait trouvé et qui ne nous satisfaisait pas déjà en 2012. C'est-à-dire le code de 92. Il l'a cassé. Deuxièmement, il a organisé un référendum où il nous a sorti une constitution toute neuve qui était censée être durable, intangible pendant au moins ses mandats, son ou ses mandats. Et nous supposons que quand il a fait venir une commission nationale de réforme, ici soi-disant appuyé sur les assises, il a écouté tout le monde pour élaborer au bout de 4 ans de gouvernance une constitution, ce qu'il a mis, ce qu'il pensait être valable pour 10 ans, 20 ans, 30 ans. La première chose qu'il a faite, c'est que moins de 1 an et demi après, il a changé cette constitution pour introduire le parrainage de par sa seule volonté, avec pour seul souci d'organiser des élections comme il l'entend pour gagner. Et, plus grave, une fois qu'il a organisé les élections, pendant toute la campagne, il n'a averti personne qu'il va modifier la constitution pour supprimer le poste de Premier ministre. Mais ce n'est pas que la suppression du poste de Premier ministre, c'est la suppression de certains pouvoirs de l'Assemblée nationale d'exercer un contrôle sur le gouvernement, puisque ce contrôle s'exerçait maintenant exclusivement à travers le gouvernement et le Premier ministre. Le président étant censé être inatteignable dans notre constitution, hors de portée de contrôle de l'Assemblée. Quel est le sens de l'Assemblée s'il ne peut pas contrôler l'action du président de la République, comme ça se fait aux États-Unis, où Trump aujourd'hui en bute chaque minute avec le Congrès. Alors, il modifie juste après les élections, il y a quelques jours, la Constitution, et il dit après, venons discuter. S'il était sincère dans cet appel de discussion, il aurait introduit cette modification substantielle de la Constitution qui déséquilibre les pouvoirs et qui a d'autres conséquences sur lesquelles on reviendra tout à l'heure après le dialogue national. Mais lui, il règle tout ce dont il avait besoin, lui. Il fait sa constitution comme il veut. Il introduit ce qu'il veut, sans attendre le dialogue. Il dit maintenant, venons nous asseoir, on va voir les petites mesures cosmétiques, genre parrainage, comment on va alléger, caution, comment on va alléger pour que vous puissiez participer. Et en plus, pire, il faut savoir que, de toute façon, l'histoire politique du Sénégal a montré que quand on est dans une crise économique grave, on a besoin de genre gouvernement d'union nationale, d'appeler les gens pour apaiser le front politique et social. Or, donc pour vous, le débat, il est ailleurs. Or, justement, oui, Macky Sall a mis le pays dans une situation économique désastreuse. Pour vous, le débat, il est ailleurs. Le débat, il est ailleurs parce que... C'est-à-dire parce que
il est précisément sur le fait que quand on veut dialoguer avec les gens et les engager dans une voie, il faut leur dire très clairement quels sont les problèmes. Le problème de Macky Sall qui est tout d'un coup devenu très friand au dialogue, c'est pas parce que il veut dialoguer en démocrate, c'est parce qu'il est contraint par la situation économique du pays qui est très grave. Oui. Vous savez que le premier trimestre de 2019 seulement, oui, le déficit du budget a pratiquement triplé par rapport à la même période, oui, de mars de 2018. Dites-nous concrètement, Thierno Alassane Sall, vous parlez du contexte économique. Dans quelle situation économique se trouve présentement le Sénégal? Oui, très bien. Vous m'offrez l'occasion de dire quelques chiffres rapides que peut vérifier, parce qu'on peut les vérifier avec la direction de la prévision et des études économiques, oui, du ministère de l'économie et des finances. On peut vérifier avec tous les chiffres officiels disponibles. La dette, le déficit budgétaire du premier trimestre 2019 en mars 2019 est de 458 milliards et poussières par rapport à 144 milliards en mars 2018. C'est-à-dire que par rapport au premier trimestre de 2018, le déficit budgétaire a fait plus que tripler. Et il est presque égal à l'ensemble du déficit de l'année 2018. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que sur les 3 prochains trimestres vers lesquels on va, il va falloir faire un effort de rattrapage pour rester dans les 3%, 3,5% de déficit que l'État du Sénégal s'est engagé à respecter avec les institutions internationales, notamment le FMI et la Banque mondiale. Donc, on n'a plus droit qu'à quelques 3, 4, 5 milliards de déficit budgétaire pour l'ensemble des 3 trimestres qui restaient en mars 2019. Et ça, c'est un problème extrêmement grave. Et comment ce déficit s'est réalisé? Il y a eu certes une contribution assez importante des dépenses en investissement, mais les charges d'intérêt de la dette sur la dette ont augmenté de 54%. Aujourd'hui, on a payé au premier trimestre 2019 116 milliards à cause de l'échéance de l'eurobond de 2011. La masse salariale a augmenté aussi de 16%. Et on y reviendra quand on parlera de la Poste peut-être, où les effectifs ont doublé entre 2012 et 2019. Voilà la situation du pays. Et j'ajouterai un autre signe extrêmement inquiétant, c'est que en fin 2018, la dette publique a augmenté de près de 1200 milliards de francs CFA. Pour atteindre, Bayoumar, tenez-vous bien, 8400 milliards de francs CFA en fin 2018. C'est ça l'augmentation, la dette du Sénégal, 8400 milliards. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le service de la dette, rien que pour payer la dette, chaque année, nous devons consacrer 1000 milliards de francs CFA. Ça va entraîner des chocs économiques, mais cette dette. Le Sénégal va aller vers un ajustement structurel. C'est dommage de le dire. Et d'après mes sources, le FMI et la Banque mondiale ont obtenu du gouvernement de réaliser un ajustement structurel après les élections. Ah oui? Mais Macky Sall ne peut pas réaliser cet ajustement structurel sans que le front politique et le front social ne se calment. Mais je puis vous dire qu'on va, comme régulièrement, ce qui s'est passé dans ce pays-là, après des élections de 93, 88, etc., on va vers des ajustements. Ce qui avait sauvé le régime de Wade un peu, c'était l'initiative PPTE. Vous vous souvenez, la dette africaine de manière générale avait été réduite de manière assez conséquente, ce qui l'avait sauvé, lui, d'ajustement structurel. Oui. Parce que la politique qu'on mène dans le pays, à distribuer de l'argent à gauche, à droite, tous les Sénégalais vous disent on veut avoir la fondation, on veut avoir le président de la République, on veut parmi les élites de toutes sortes coutumières, etc. Les Sénégalais lambda pensent qu'il faut aller à la présidence ou à la fondation pour régler ces problèmes. Mais ce n'est pas des banques, ce n'est pas des endroits où on fabrique de l'argent. D'où vient cet argent-là? On vit au-dessus de nos moyens et on vit mal. C'est-à-dire qu'on prend l'argent public pour faire la politique.
pour distribuer, pour donner à des citoyens qui ne servent. Est-ce qu'à travers justement le contexte économique actuel, vous pouvez procéder par des illustrations? Par exemple, nos entreprises publiques, je veux parler de la Poste, je veux parler de SNHLM, mais il y a aussi Air Sénégal SA, mais aussi la SAR, la Société africaine de raffinage. Est-ce que justement ces sociétés traduisent justement l'état de notre situation économique? Omar, vous me posez une excellente question, je m'en félicite parce que je crois que le cas de la Poste et éventuellement de Air Sénégal SA traduisent l'impact de la politique économique et de ce que l'économie dans ce pays est au service de la politique. Vous savez, j'étais dans le gouvernement quand le FMI et la Banque mondiale avaient demandé à une réforme profonde de la Poste. Je parle de vers 2016-2017. Oui. Qui avait déjà un déficit énorme et dont la gestion était caractérisée par du gangstérisme économique. Oui. Puisque vous savez que la Poste a des recettes qui aujourd'hui sont en chute libre. L'ensemble de ces activités sont pratiquement concurrencées très fortement. DHL, les services de transfert d'argent, tous ceux qui font le transfert d'argent dans le pays, je ne vais pas les nommer, mais vous les connaissez. Et donc, ces chiffres d'affaires stagnent, voire régressent. Et savez-vous que la masse salariale de la Poste fait 1,5 fois le chiffre d'affaires de la Poste? Ça, c'est un crime économique. Dans aucun pays au monde, dans aucune entreprise sérieuse, on peut permettre que la masse salariale ne fasse 1,5 fois le chiffre d'affaires. Oui. Et si on en est arrivé à ça comment? Par des recrutements politiciens. De 2012 à 2018, les employés de la Poste sont passés de 2000 à près de 4000. Et vous allez dans des bureaux de poste à travers le pays. Vous voyez des gens qui sont recrutés qui ne peuvent même pas s'asseoir, n'ont même pas où s'asseoir. Beaucoup d'entre eux ne vont même pas se pointer au bureau. Ils continuent d'être payés. Et comment? Vous savez que la Poste est un peu portée par le gouvernement, par le ministère des Finances au niveau, en tant qu'institution financière, au niveau de la Banque centrale. La compensation que fait la Poste avec les autres banques pour ses activités financières est directement portée par le ministère, par le compte du Trésor. Et ce qui permet à la Poste d'émettre des chèques, de payer des gens de l'argent qui ne correspond ni à ses activités, ni à ses recettes, est supporté par l'État du Sénégal. Aujourd'hui, le déficit de la Poste est plus de 60 milliards de francs CFA que vont payer le contribuable. Ce que je dis est incontestable. Et pendant tout le mandat de Macky Sall, tous ceux qui ont un sens et un amour pour ce pays ont attiré l'attention sur ce qui est en train de se passer à la Poste sans que rien ne bouge. Au contraire. Et on savait quand même qu'après l'élection présidentielle, quand Macky Sall aura gagné, il va faire bouger le DG de la Poste. Donc, la performance économique relève du crime économique pour l'amener ailleurs parce que en 2016 déjà, 2017, le gouvernement s'était engagé, j'étais présent aux discussions, à changer la gouvernance de la Poste et à prendre des mesures de redressement à la Poste. On a laissé faire 2 ans supplémentaires pour que la Poste puisse mettre ses bus à disposition de l'APR, faire de la campagne, pour que la Poste puisse continuer à recruter. Moi, je suis tranquille, je suis heureux de le dire. J'ai jamais fait recruter une seule personne à la Poste et je suis libre de le dire. Comme partout où je suis passé, quand j'étais à l'aéroport, je n'ai pas participé à faire recruter les gens pour faire des déficits de l'entreprise. Alors, donc je suis à l'aise pour le dire. Et ce que je dis, je le dis par conviction. La Poste. Ensuite, vous avez. On peut prendre l'exemple de Air Sénégal, dont vous avez parlé tout à l'heure. Allez-y, oui. Bon, Air Sénégal, c'est un autre cas scandaleux. Ah oui? Oui. Quand on construisait cette entreprise-là, on a fait à peu près la même chose que sous Ablaye Wade. Sénégal Airlines, vous vous souvenez? On dit, l'État n'a pas pour vocation de créer des entreprises privées dans un domaine qui est peu rentable, hautement compliqué, comme une compagnie aérienne. Oui. Combien on en a créé et combien sont mortes? Depuis 2000, on en a créé 3. Air Sénégal International, Sénégal Airlines, Air Sénégal SA.
la preuve que c'est une activité difficile. L'État y a mis beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que simplement par jambarisme. Wow. On a un pavillon aérien. Et ce qui est pire, c'est que le président dit, je ne veux pas qu'un Sénégalais dirige cette compagnie parce que de New York. Qui en dit long sur ce que ils sont allés chercher Bonn. Eh bien, Bonn, l'histoire de mauvaise gestion là, de gestion de type mafieuse là, c'est pas une question de peau ou de nationalité. On a vu ce qui s'est passé à Air Sénégal International. Une gestion catastrophique. Avec Bonn, vous voulez dire? Bien sûr. Pourquoi ils l'ont renvoyé? D'après les informations, non, d'après les informations qu'on a suivies dans la presse, et puis sa mission c'était de laisser une compagnie qui n'arrive pas à décoller. Sa mission c'est d'avoir, par exemple, pendant longtemps, plus de 6 mois, on a 2 avions neufs qui ne volent que Dakar-Ziguinchor-Dakar. Pratiquement 3 heures d'occupation par jour ou 4 heures au maximum. Alors que quand un avion n'est pas occupé à plus de 80% de son temps et avec un taux d'occupation de passagers suffisamment important, c'est un avion qui n'est pas rentable. Première chose. Or l'avion faisait... Pourquoi? Parce que simplement, ils n'ont pas su mettre en place à temps toutes les dispositions nécessaires pour que ces avions puissent voler à l'international et être reconnus comme tels. Deuxièmement, quand vous avez un avion qui ne fait quasiment que Dakar-Paris-Dakar, donc son temps de vol aussi n'est pas suffisamment consistant, et qui est seul, et que vous avez loué, de toute façon, il n'est pas compliqué de dire que l'Ichi Kanam Raoulibet. On souhaite plein de chance aux compagnies sénégalaises, la réussite, etc. Mais la réussite suppose des conditions, suppose des dispositions qu'on doit prendre. Mais ce que je voulais surtout souligner, c'est le mépris de la plus haute autorité du pays vis-à-vis des Sénégalais en disant je ne veux pas confier à des Sénégalais, ils vont nous casser. Mais ce n'est même pas par conviction, parce que la Poste, je l'ai illustré tout à l'heure, les Sénégalais qui sont dans la politique politicienne, qui gèrent comme ils veulent, ils sont laissés là pendant des années, ils continuent à faire le massacre. Oui. Alors, vous avez parlé de la Poste, vous avez parlé de Sénégal et ça, mais aussi il y a quand même la SAR. Vous avez été à la tête du ministère de l'Énergie, mais dites-nous dans quelle situation se trouve quand même la société africaine de raffinage, puisque c'est une société centrale quand même. Oui, nous avons besoin d'une grande raffinerie. Oui. Et je pense que également dans le contexte de production de pétrole où les hydrocarbures vont arriver, nous avons besoin surtout d'une grosse raffinerie et encore plus d'un secteur aval des hydrocarbures qui soit très solide. Mais comme dans beaucoup de domaines, l'État doit organiser les conditions pour que le secteur privé puisse trouver intéressant. Parce qu'on parle de beaucoup de bateaux qui tanguent. Qu'est-ce qui se passe? La SAR appartient pour l'essentiel à des privés dont une partie sont des importateurs directs de produits pétroliers finis. Donc ils n'ont pas trop intérêt à ce que la SAR continue à opérer. Et la SAR, du fait de la vétusté, de l'obsolescence de son infrastructure, a besoin de renouvellement et de mise en norme. Il a besoin de beaucoup de capitaux donc pour être renouvelé et mis en norme, pour pouvoir produire dans des conditions très compétitives et avec des produits de qualité. Les privés qui sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour l'essentiel des importateurs de produits finis et qui ont plus d'intérêt à importer des produits finis, ne veulent pas investir. Il se trouve aussi que j'étais ministre du secteur, le secteur est assez compliqué et j'allais dire un peu anarchique sur certains côtés, parce que les conditions de stockage, les investissements qu'il faut faire là-dedans pour pouvoir avoir un stockage national conséquent, c'est assez compliqué. Mais ce que je veux dire en dernière instance, c'est que la SAR a surtout souffert ces derniers temps de l'inversion des cours mondiaux de produits, avec un maintien des prix à la pompe aux clients depuis 2016 pour ne pas répercuter. Le gouvernement a choisi de ne pas répercuter les augmentations des prix des produits pétroliers au niveau international directement à la pompe. Et donc le gouvernement devrait directement verser
à la SAR et aux autres compagnies, compenser et la dette de l'État, dont j'ai parlé tout à l'heure, en partie est due à ce phénomène-là. Donc la SAR également souffre des retards de paiement de l'État par rapport à un certain nombre de subventions qui sont réalisées indirectement. Est-ce que ça empêche à la SAR justement de fonctionner normalement? Pour ce que j'en savais, parce que je ne suis pas le dossier directement, pour ce que j'en savais, la SAR connaissait des difficultés assez importantes, dont les unes sont conjoncturelles, comme ce que je viens d'expliquer sur les prix pétroliers, les autres sont structurelles, comme ce que j'ai dit sur l'infrastructure vétuste et les produits qui sortent qui ne sont plus tellement qu'il faut changer par rapport aux normes actuellement en vigueur, et les pays africains travaillent d'ailleurs à ce que l'ensemble des raffineries se mettent aux normes dans quelques 2 ans, 3 ans. Sous ce même rapport, il faut quand même, on a parlé de la SAR, on a parlé de Sénégal SA, on a parlé de la Poste, mais aussi à HLM. Si vous voulez, l'ensemble des secteurs, notamment des secteurs productifs nationaux entre mains de l'État, souffrent d'absence de vision et d'absence d'ambition avérée sur le plan économique. Comme je l'ai dit au départ, l'économique au Sénégal est mis au service du politique. Je vous donne un exemple simple pour SNHLM. Vous savez, quand j'étais ministre des Infrastructures, on avait, j'y arriverai indirectement, on avait un plan de réaménagement de Dakar, de la circulation à Dakar, qu'on avait trouvé d'ailleurs quand je venais d'arriver depuis l'ère de Wade. Et c'est en ce sens que la gare des Beaux Maraîchers a été déplacée de Pompiers à là où elle est entre Buntu Pikine, là, pour pouvoir à l'entrée de Pikine, pour faire de la gare de Pompiers une sorte de hub de concentration, puisque les trains qui devraient venir de l'intérieur du pays et de l'aéroport devraient aboutir à cette station-là. Et les BRT, le bus rapide transit, qui devraient sorte de métro sur roue, de tramway sur roue, qui devrait couvrir Dakar, devrait aussi avoir pour nœud vers là-bas. Et le port n'est pas loin. Et les Sénégalais qui viendraient de l'intérieur ou de Dakar pourraient se garer là-bas, prendre le train ou les autres modes de transport, etc. Ça devrait donc être une plateforme de concentration des modes de transport qui permettrait d'amener, de permettre aux véhicules de trouver un espace au parquet. Comme dans toutes les grandes agglomérations au monde, ça existe. Bon, quand on est venu, on était dans ce projet et j'étais en train de faire déplacer la gare, que l'ancien Premier ministre, actuel, qui était ministre de PSE, a brandi un projet de mettre à cet endroit-là, des cités. Ce qui augmenterait considérablement les problèmes de circulation, puisque pour sortir et rentrer, les centaines, voire les milliers de gens qui habiteraient dans ces nouvelles cités vont impacter sur les sorties et entrées de l'autoroute où il y a déjà des congestions assez importantes. Mais ce qui est plus grave, quand on décide de donner des terrains, ce qu'on manque au Sénégal, c'est des terrains au centre-ville de Dakar. C'est ça le plus important. Si on décide d'en faire quelque chose d'autre, il faut d'abord discuter avec l'ensemble des acteurs concernés. Nos partenaires aussi qui nous avaient accompagnés dans la subvention, dans l'investissement à la gare des Beaux Maraîchers, etc. Convaincre de la pertinence de ce projet. Une fois que la pertinence du projet est avérée, on devrait, dans ces conditions-là, choisir parmi les Sénégalais, les entreprises sénégalaises, celles qui pourraient porter. Parce que quand même, SNHLM, SICAP, ce qui les a handicapés ces dernières années, c'est l'absence de terrain de Dakar. Ce n'est pas l'absence de moyens. On nous a dit, on va aller chercher des Marocains parce qu'ils vont nous faire des bâtiments moins chers, parce que, etc., etc. Mais je parle de 2014, De 2014 à 2019, ça n'a pas bougé quasiment. Alors que des sociétés comme Cypress au Sénégal, comme 16, comme HNHLM, comme Extra, ont construit pendant des générations des habitats pour les Sénégalais. Et en plus, les banques qui sont présentes au Sénégal sont suffisamment liquides pour financer ce genre de projet où le risque est faible dans le contexte actuel du Sénégal. Voilà donc ce qui montre beaucoup de choses. Quand on parle de dialogue, moi j'ai été membre du gouvernement, membre fondateur de la paix. C'est un parti où le dialogue n'est pas possible. Ils n'ont pas la mentalité du dialogue. La preuve, c'est cette histoire, cette anecdote que je viens de donner. La gestion d'un État
c'est la concertation permanente, c'est l'écoute permanente des techniciens, des autres secteurs de l'économie, des privés, etc., pour aboutir à un objectif que le pays avance ensemble. C'est pas des oukases décidés par le président ou son premier ministre, on va faire ci, on va faire ça, sans que le projet, la viabilité du projet ne soit avérée. D'une. Et de deux, la capacité de convaincre les autres membres de l'équipe, dont le ministre. Moi, j'étais ministre des Transports, je me suis lavé les mains, je n'ai plus parlé de la gare des Beaux-Maraîchers depuis là, et de pompiers. Je m'en suis lavé les mains totalement. Et je me suis replié sur ma position. Et c'est ça qui montre que ce pays-là, c'est pas d'un déficit de dialogue qu'il y a. On sort d'élections présidentielles. Dans tous les pays du monde, vous sortez d'une élection présidentielle, vous gagnez à 58%, vous dites, le peuple est aligné, vous avez un programme, vous déroulez. Or, depuis au moins le parrainage, donc depuis au moins le mois d'août-septembre, 4 mois en 2018 et 5 mois en 2019, depuis 9 mois, le pays est à l'arrêt quasiment. On ne fait que de politique politicienne. Et ça va continuer avec cette affaire de dialogue dont les résultats seront rangés après dans les oubliettes. Vous savez que, par exemple, il a pris l'engagement. Vous savez par exemple que l'ARTP n'a pas encore de directeur général. Vous voyez avec quel rythme il change les directions générales, etc. C'est comme s'il n'avait pas réfléchi à l'avance que si je suis premier président de la République, qu'est-ce que je vais faire? Vous avez vu le temps mis pour mettre en place le gouvernement. 24 février, il avait gagné. Même après le défilé du 3 avril pour mettre la place au gouvernement, ça a été un accouchement laborieux. Mais si on n'arrive pas à mettre en place un gouvernement dans des conditions rapides et efficaces, si on n'arrive pas à armer les autres positions de l'État, Sénélec, quand le directeur général est passé ministre, il a fallu 2 semaines. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui et de directions générales flottent, les gens ne travaillent plus. Dans toute l'administration, on ne travaille pas. Quand on n'arrive pas à mettre ça de manière efficace, comment on peut parler de fast track? Et que vaut le dialogue? Il va faire de bonnes conclusions, oui. Mais quelle est la volonté de mettre en œuvre ces éléments-là? Pour moi, il a demandé justement le rétablissement de la confiance mutuelle. Qu'il n'y a plus d'intérêt à, justement, dans le contexte actuel. Oui. Bayomar, pour parler wolof. Oui. J'ai entendu d'ailleurs un de vos confrères attitré Aouma Lumay Ndiouj Ndiaye. Amatuma peut-être le Bougon wax. Il n'y a plus d'enjeu. Oui. Non. S'il n'y avait pas d'enjeu, pourquoi aujourd'hui, vous savez, les discussions autour de la libération éventuelle de Khalifa Sall sur quoi? Parce que il faut qu'on clarifie les histoires de local. Il n'y a rien qui soit dénué de calcul là-dedans. Oui, mais la synchronisation... Ça va se discuter pour le report ou non des élections locales. Vous êtes pour ou le respect du calendrier républicain? Mais aucun dialogue au monde, aucun dialogue au monde ne doit permettre, même si c'est 1000 personnes qui sont réunies, ces 1000 personnes sont tenues de légitimité pour saper les fondements d'une république. Les fondements d'une république, c'est quoi? C'est le respect des calendriers électoraux. Vous pensez qu'une Assemblée nationale a le droit de repousser la date des élections? Vous imaginez aux États-Unis un congrès voter pour prolonger son propre mandat ou pour prolonger le mandat du gouverneur? Oui, il faut une situation de crise extrême, de guerre ou de catastrophe extrême. Et ça, vous n'êtes pas pour le report des élections locales? Je dis, du point de vue de l'esprit de la Constitution, oui, du point de vue des fondements de la démocratie, on n'a pas le droit de repousser. Et d'ailleurs, ils l'ont repoussé de facto sans aucun droit. Parce que les élections devraient se tenir au mois de juin et les nouvelles municipalités installées au mois de juin. C'est ça la loi, c'est la Constitution. Personne n'a le droit de faire semblant et de laisser les élections passer sans organiser. Les maires actuels n'ont plus aucune légitimité et aucune légalité pour signer quoi que ce soit ou prendre des actes parce que leur mandat était de 5 ans. C'est la Constitution. Et personne parmi eux, ni l'Assemblée nationale, l'Assemblée ne peut pas prolonger son propre mandat, a fortiori le mandat des maires, c'est pas son autorité. Alors, est-ce que le dialogue doit aboutir à ce que
5, 10, 1000 personnes, soi-disant responsables politiques, partis politiques, etc., puissent remettre en cause, je ne dis même pas la Constitution, mais des principes universellement reconnus de fonctionnement d'une démocratie. Une démocratie ne peut pas fonctionner sans des règles universellement établies. Partout, on est d'accord. La caractéristique des républiques bananières, c'est qu'on crée des blocages exprès pour repousser les élections. On les repousse et ce faisant, on affaiblit dans le cœur des hommes, dans la pratique de ce pays et dans l'histoire, l'idée même de la démocratie. La démocratie, oui, c'est des rendez-vous réguliers. C'est sacré. C'est sacré. On ne peut pas s'amuser parce que Macky Sall s'est arrangé pour faire du dilatoire jusqu'à ce qu'on soit forcé à repousser, les élections repoussent. Ça, dans un pays normal, il a failli à ses... Oui, mais si la majorité opte pour le report, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Vous, de votre côté, qu'allez-vous faire? Qu'est-ce qui doit justifier? Qu'est-ce qui doit justifier? Donc vous vous opposerez au report du demain, local. Vous savez ce qui va installer le chaos dans un pays, que la RD Congo, on a vu ce qui s'est passé. Dès l'instant où on commence à admettre même l'idée qu'on puisse reporter des élections, demain, c'est l'élection présidentielle qu'on pourrait reporter. C'est des assemblées qui vont se reporter. Au nom de quoi on a eu 5 ans. En 2014, on savait qu'on allait organiser des élections en 2019. Oui. Alors, on devrait prendre toutes les dispositions pour organiser les élections en 2019. Ceux qui ont failli devraient en répondre devant la loi. Oui. C'est là où on a un problème parce que les institutions, la justice du pays qui devrait dire, constater et prendre des dispositions, ne l'a pas fait. Vous vous rappelez ce qui s'est passé au Kenya? Oui, alors il y a l'idée du report, mais ici il y a l'idée du cumul des élections à ce niveau aussi. Qu'est-ce que cela vous inspire? Qu'est-ce qui justifierait le cumul des élections? Oui. Vous êtes contre, oui. Vous savez, ce pays, on est entré dans une phase dangereuse. Laquelle? Et oui, je dois en appeler à tous les intellectuels de ce pays qui sont objectifs et indépendants. Il faut qu'on se soucie du Sénégal un peu et qu'on discute de la situation. C'est pas le dialogue simplement entre politiciens. Oui, c'est pas le cas. C'est pourquoi je me félicite de l'invitation et de votre souci pour les problèmes du pays. Mais pas Omar. Vous savez, il y a un certain nombre on joue avec le feu, de certain nombre d'idées qu'on agite. Non, le président a droit à un 3e mandat, on le susurre jusqu'à ce qu'à un moment donné on essaie. Après on dit on reporte des élections. Mais qu'est-ce qui justifierait qu'on reporte des élections? Un État et un peuple, ça doit pouvoir prévoir. Quand on a fait les réformes en 2008, 2012, etc., on savait qu'on a découplé les élections présidentielles avec les élections législatives. On ne le savait pas en 2016 en votant le référendum. On aurait pu discuter et accepter ensemble s'il y a nécessité d'un report ou pas. Je vais vous dire, vous n'avez jamais entendu Macky Sall dire clairement qu'il n'a pas droit à un 3e mandat. Cette hypothèque doit être levée. Et il est même dit que ces ministres qui ont été licenciés, remerciés plutôt, c'est parce qu'ils ont chacun dit publiquement qu'il n'a pas droit à un 3e mandat. Mais ce jeu-là, on devrait en terminer. On a vu ce que ça nous a coûté en 2011. Le pays a failli basculer. Et l'hypothèque même d'un 3e mandat de Macky Sall et les conséquences que ça peut avoir sur le fond politique. Et toutes ces histoires de on va reporter ou pas fait que les investisseurs n'ont plus de lisibilité sur ce qui se passe dans ce pays et ils se retirent. Ah oui? Mais oui. Qui viendra investir de l'argent dans un pays où il y a de l'incertitude? Ne me parlez pas des investissements réalisés par l'État avec un endettement très lourd sur les autoroutes, etc. Je parle de privés qui viennent prendre le risque d'investir, de mettre des hôtels, de mettre des taxis, de mettre des entreprises qui produisent du lait au Sénégal. Parce qu'il n'y a plus de lisibilité sur le calendrier politique du pays. On ne sait pas si le président va vouloir faire un 3e mandat ou pas. Non, il n'est pas intéressé, il l'a dit. Il ne peut pas le faire. Oui. Moi, j'étais là assis dans une réunion. Oui, il a dit, oui. Non, je dis... qu'il n'est pas intéressé. Non, c'est pas qu'il n'est pas intéressé. Oui. La vérité, c'est qu'il ne peut pas le faire. Il faut renforcer la démocratie en disant exactement ce que les lois et les choses prévoient. Il ne peut pas le faire. Je vais être clair sur ce point. Vous entendez personne à la paix en parler parce qu'ils pensent que s'ils en parlent, on va leur couper la tête. Mais le président a dit, pendant que j'étais là, moi, et on a tous convenu, on était d'accord que
il n'a droit qu'à 2 mandats. Et si c'est nécessaire que je précise l'endroit, le lieu et le jour où il l'a dit, et dans le contexte et les témoins, je le dirai. Ah oui? Mais il l'a dit. Mais dites-le. Il ne peut pas avoir... J'attends que l'un d'entre eux conteste. Il n'a pas droit à un 3e mandat, c'est fini. Par contre, tout le jeu qu'il est en train de faire, le flou qu'il fait là actuellement, y compris le dialogue qu'il appelle, c'est de dire, oui, bon, j'ai pas droit à un 3e mandat, mais le pétrole et le gaz étant là, et vous avez entendu cette histoire de construire un palais, c'est qu'il ne veut pas en finir avec le pouvoir. Ah oui? Vous avez vu ce qui s'est passé au Congo là-bas avec Kabila. Ou en Russie. C'est d'organiser une sorte d'intermède qui lui donnerait les chances de venir. Mon opinion personnelle, je peux me tromper, mais c'est qu'il est encore dans ce calcul-là. Et la coïncidence des élections législatives avec l'élection présidentielle vise à quoi? Vise à faire en sorte que le président qui va venir en 2024, à qui on a ôté déjà la possibilité de dissoudre l'Assemblée nationale, on lui a ôté la possibilité de dissoudre l'Assemblée nationale, va trouver une assemblée montée en même temps que lui, il arrive au pouvoir. Et donc sur laquelle il n'a aucune prise parce que lui, son souci, ce sera de se faire élire. Il y a une Assemblée nationale à dominante députés qui ont été choisis par Macky Sall et l'APR si Macky Sall était, dans l'hypothèse dangereuse où Macky Sall était majoritaire, où l'APR et Benno seraient majoritaires. Et cette assemblée, le nouveau président ne peut pas la dissoudre. Il va faire avec 1 an, 2 ans, etc. Jusqu'à ce qu'on modifie encore une énième fois la Constitution pour pouvoir éventuellement dissoudre l'assemblée ou pour que le président est nouvellement élu ait un contrôle dessus. Ce qui se passe en RD Congo. Tshisekedi, il est désarmé. Et alors, pendant ce temps, lui, comme il dispose de moyens importants, et comme il aura le parti l'actuel parti APR important, où est-ce qu'il a pris ses moyens? Attendez, vous voyez tout l'argent qu'on distribue durant la campagne électorale. Vous avez vu le nombre de 4x4 qui dépasse certainement le parc d'ambulances du pays. Pendant ce temps, vous allez ici, vous avez vu le siège à 2 milliards. Pendant ce temps, vous allez à l'université. Vous avez des garçons qui couchent dans les couloirs. Ils sont 10 par chambre. J'ai visité des chambres dans l'université. 20 mètres carrés, 20 personnes dorment dans ces chambres-là. Leurs valises entassées dans un coin. Vous voyez une cuisine de 3 mètres carrés, 3 personnes là-dedans, kitchenette. Alors, voilà la situation que vit la jeunesse du pays. Attaquons-nous à ces problèmes. Oui, mais alors, attaquons-nous aux jeunes qui sont... J'écoutais hier un reportage sur un de vos confrères à l'international. Des Sénégalais sont dans des forêts au Maroc, cuisinent là-bas, vivent là-bas, en attendant d'avoir des ressources pour acheter des Zodiacs avec des Maliens, des Ghanéens pour pouvoir prendre la mer. Attaquons-nous à ces problèmes. Oui, alors, le diagnostic, il est fait, mais justement, la transition, elle est trouvée, c'est pour parler de nos ressources minières, gazières et pétrolières. La question reste-t-elle toujours d'actualité pour vous? Oui. Évidemment. Une autre des raisons pour lesquelles moi, j'ai un problème sérieux pour participer au dialogue. Oui. Moi, à titre personnel, je ne parle même pas de notre mouvement, parce que le mouvement, c'est pas moi. Mais à titre personnel, c'est que je dis, c'est quand même, comme on dirait en français, fort du café, que j'ai regardé, assisté, été témoin de violations très graves des intérêts fondamentaux du pays, qui vont au-delà de la génération actuelle. Et qu'au lieu qu'on trouve les moyens de résoudre ces questions-là, on m'appelle à des discussions sur des reports des élections. J'ai un problème. Et j'ai un problème de manière générale avec, je le dis très sincèrement, nous on dit oui, les politiciens ils s'occupent que de leurs problèmes personnels, qu'ils parlent que de politique. Non, je suis désolé. Parfois moi j'ai l'impression que c'est le contraire. On veut nous amener coûte que coûte à un dialogue. Tout le monde dit ouais, mais il faut aller, etc. C'est pas ça le fondement. Que le président s'est engagé. Mais qui s'engage d'abord à faire une commission d'enquête parlementaire sur les conditions dans lesquelles Timis est venu ici, en violation totale de la loi du pays. Au fond, Thierno Alassane Sall, quel est le problème? Pouvez-vous dire aux Sénégalais où se situe le problème, surtout que ces ressources appartiennent au peuple sénégalais? C'est même inscrit dans la Constitution. Oui, les ressources appartiennent au peuple sénégalais. Oui. Bien. Vous savez, Baye Omar, je me suis égosillé à dire ici, oui, partout, que Timis est venu dans ce pays-là dans des conditions totalement illégales.
Et il y a un consensus d'une bonne partie de la classe politique dessus, parce que quand Timis venait, Petro-Tim, c'était sous le règne de Wade. Entre les 2 tours de la présidentielle, le rapport peut être vu sur Internet. Ce que je dis, il n'y a rien de mystérieux. Entre les 2 tours de la présidentielle, alors que Tullow Oil, une compagnie américaine relativement sérieuse, était en train de faire tout pour avoir le permis sur Saint-Louis offshore profond et Kayar offshore profond. Voilà que surgit un parfait ente connu qui n'a jamais fait dans le pétrole, qui n'a aucune compétence là-dessus, qui réussit entre les 2 tours de la présidentielle à se faire signer des permis. Mais heureusement, la dernière étape qui consistait à promulguer un décret pour valider les permis ne devait pas être franchie. Et Macky Sall était au courant, parce qu'il avait dit aux Sénégalais, si vous vous souvenez durant la campagne, que Abdoulaye Wade est en train de signer des décrets et je vais les annuler tous quand je vais venir, parce que tout ça est contre l'intérêt du pays. Et ça concernait donc cet aspect, ça concernait les aéroports du Sénégal, ça concernait Securiport, ainsi de suite, si vous vous souvenez bien. Il est venu, il a fait réaliser une enquête de l'inspection générale d'État qui a établi ce que je dis là, que Timis a obtenu le permis dans des conditions illégales, qu'on devrait poursuivre le ministre concerné, qu'on devrait poursuivre le DG qui a pris et qu'on devrait annuler ce permis parce que le décret n'a pas encore été publié. Qu'est-ce qu'il fait? Il signe le décret. Il signe le décret. Et Timis, quelque temps après, 2 ans, sans avoir rien fait, parenthèse, ce que je dis est important, parmi les choses qu'avait établi le rapport d'enquête, c'est que Timis n'est pas venu pour investir ou pour faire de l'exploration. Ils sont venus pour avoir un permis pour le vendre demain et se faire de l'argent, sans avoir rien fait. Et effectivement, c'est ce qui va se passer. Cosmos, qui a découvert du pétrole, du gaz en Mauritanie et qui a vu que ce bloc mauritanien est adjacent à un bloc sénégalais, c'est des blocs voisins, continus, et que certainement ces hydrocarbures continuent au Sénégal, est venu racheter à Timis 60%, en s'engageant à faire le travail que Timis devait faire. Combien a-t-il perdu dans cette opération? C'est important de comprendre le mécanisme d'abord. En ce moment-là, bon, pour résumer, oui. Ce que le Sénégal aura perdu là-dedans, c'est que le Sénégal n'aurait jamais dû laisser Timis entrer et sortir avec beaucoup d'argent. Combien? Je ne peux pas le dire ici, mais Timis est sorti avec beaucoup d'argent. Combien? J'ai vu je devais approuver la transaction entre Timis et BP. On dit d'ailleurs souvent que ouais, moi j'ai des connexions avec BP. J'ai entendu quelqu'un le dire récemment. Je mets en garde ceux qui disent ça. Ils devront apporter la preuve la prochaine fois. J'ai dit BP et Cosmos voulaient faire sortir Timis et je devais approuver la transaction. La meilleure preuve que je n'ai aucune connexion avec eux, c'est que c'est cette transaction-là, je l'ai refusée. Timis devait sortir avec beaucoup d'argent. Je vais proposer, au contraire, que Timis, qu'on puisse lui retirer ses parts, que le Sénégal, ça appartienne au Sénégal. Au moins les 30% qui restaient, on devrait les retirer. Et en ce moment, nos recettes dans le pétrole, sur les 20 ans, 30 ans, 45 ans que durera l'exploitation, la part, les 30% nous reviendraient, s'ajouteraient à notre part dessus. Oui. On a perdu beaucoup d'argent dans cette affaire-là. Vous l'avez chiffré? Non, j'ai chiffré, c'est 2 volets. Oui. Il y a le volet de ce que Timis a pris et parti, mais surtout le volet aussi de ce que Total, BP et Cosmos vont gagner sur les 30% qu'ils ont ainsi acheté de Timis et qu'ils vont continuer à exploiter sur 25-30 ans. Cette partie, je ne suis pas capable de le dire. Il faut savoir, chaque jour de production, quelle est la part qu'ils ont gagnée dessus. Mais je sais combien Timis a pris. Et d'ailleurs, il n'est pas aussi sorti que ça. Mais chaque chose en son temps. Et je pense que si les Sénégalais, je l'ai dit tout le temps, les Sénégalais veulent savoir sur ces questions, c'était le moment d'organiser des dialogues sur ces questions-là. Oui. Ou des commissions d'enquête, parce que je ne pense pas qu'il y aurait des dialogues sur ces questions-là. Oui, sur justement les richesses gazières, pétrolières.
Oui, absolument. Oui. Dans quelles conditions tout cela s'est fait? Et, par parenthèse, une des choses du dialogue aussi, des objectifs visés par Macky dans ce dialogue, oui, c'est d'établir une loi d'amnistie. Je l'ai dit avant, depuis 6 mois. À quelle fin? Une loi d'amnistie à quelle fin? Oui. Soi-disant pour inclure Khalifa Sall, Karim Wade, mais comme les juristes sont très forts, ils diront qu'une loi est impersonnelle et générale. On va dire non, tous les délits, tous les crimes économiques qui sont passés jusqu'en 2019. Et là-dedans, là, on aura lavé très blanc le pétrole. Ah oui? Et tous les contrats liés. Et c'est pourquoi, vous savez, il y a... Vous avez entendu parler de cette loi d'amnistie? Il y a des députés même qui seraient en train de travailler là-dessus. Je pense même certains d'entre eux se sont un peu rebiffés en disant que oui, bon, on ne peut pas quand même mettre quelque chose qui permettrait aux questions pétrolières d'être noyées ainsi sans être éclairées. Mais de toute façon, une loi d'amnistie est faite par des hommes. D'autres hommes demain viendront, annuleront cette loi d'amnistie et mèneront les enquêtes nécessaires dessus. Je veux dire aux Sénégalais que la question d'un pays normal, on n'entend jamais parler de dialogue dans des pays normaux. L'Afrique, avec les conférences nationales, ici au Sénégal, avec 91, on avait pensé qu'on avait dépassé le stade primaire où on est de dialogue, où on discute de tout, des questions électorales, etc. Oui. Malheureusement, le régime de Macky Sall, qui est venu après les assises nationales, qui est venu après un moment fort de communion du peuple, où on espérait grand, nous a ramené largement en arrière. La solution, ce n'est pas des réformettes qu'il nous offrirait, lui, puisqu'il a plongé le pays dans une situation économique désastreuse. La solution, c'est de le sortir et de reconstruire un autre État. C'est pourquoi moi je suis à l'aise avec les compagnons avec lesquels on est dans le CRD. Un autre État, avec d'autres principes et des hommes de valeur qui croient, dont la parole est sacrée, dont la parole ne pose aucun doute et qui n'ont pas besoin de dire oui, mais dites-nous, oui, sur ce même registre. C'est important, parce qu'on a tellement banalisé la parole de l'homme, et de l'homme politique en particulier, dans notre pays. Mais pourtant, le Sénégal, contrairement à ce que vous dites, justement, les clignotants sont au vert. On parle justement d'émergence. Oui. Bayomar, je vous ai donné des chiffres que j'ai pris au niveau de la DPE. Je vous ai donné des chiffres qui sont très clairs et les prochains mois ne tarderont pas à nous révéler. Vous savez, la dette aux entreprises, tout le monde se plaint. Vous avez un problème de la redistribution de la richesse. Non, je dis, non, il n'y a même pas de richesse au point d'en redistribuer. Ah oui? C'est valable à l'université. L'université est quasiment en panne, notre enseignement est quasiment l'eau. Il y a pratiquement plus d'enseignement sérieux au Sénégal. C'est ça la réalité. Et par parenthèse, on avait organisé des concertations sur l'enseignement supérieur et sur l'enseignement de manière générale en 2015. Mais notre enseignement est dans un état déliquescent, total. Vous parlez d'économie, mais le président lui-même a dit aux syndicalistes, ne me parlez pas d'augmentation de salaire, je ne peux pas. Tous les clignotants sont rouges. Je vous dis encore une fois, le Sénégal ne coupera pas, notez, actez, ne coupera pas à des mesures d'austérité draconiennes dans les prochains mois. Et c'est ce que Macky Sall veut préparer. C'est pourquoi il veut avoir une paix sociale pour pouvoir révéler la véritable situation économique du pays et pour pouvoir appeler les gens à une sorte de sursaut à ce sein de la ceinture. Je voudrais dire une chose. Oui. Les Sénégalais ont montré, avec la réaction qu'ils ont eue sur les ordures là, que c'est un peuple qui sait être grand si on les appelle à des œuvres grandioses. Que c'est un peuple qui peut avoir le sens du sacrifice. Vous voyez, quand Sankara a appelé les Burkinabés à faire des chemins de fer, ils ont fait 100 km à leurs mains nues. En Éthiopie, j'étais là-bas en tant que ministre, on nous a dit cette centrale, 900 mégas, c'est des Éthiopiens qui ont cotisé franc par franc. Notre pays, on nous a habitués à la triche, au détournement des deniers publics, à ce que l'État redistribue du saraxé. Un pays de rente, justement. Ah oui, un pays de rente. Et on a inculqué cette mentalité de rente à tous les niveaux. Ah oui? Au point où les gens
comme dirait Mimi Touré, Khalis duñ ko lijjanti duñ ko liggéey dañ koy lijjanti. Elle avait promis que ça va changer. Eh bien, ça a empiré. Les Sénégalais sont capables de faire des choses grandioses. On l'a montré sur ces histoires d'ordures-là, bien que je suis pas d'accord sur la manière dont c'est fait. Mais si on avait appelé les Sénégalais à reconstruire le pays, à se réengager dans l'agriculture, à se serrer les pieds pour qu'on soit parmi les meilleurs en Afrique dans le domaine de l'enseignement, que nos médecins se saignent, qu'on leur donne les moyens pour que le Sénégal offre des services de santé et ne soit pas en train d'aller en Tunisie ou au Maroc pour se faire soigner, pour ceux qui ont un peu de moyens, ceux qui ont les gros moyens en France ou ailleurs. Les Sénégalais sont capables de faire de grandes choses. Malheureusement, notre classe politique, et particulièrement depuis 2000, ceux qui nous ont dirigés, nous ont habitués à la petite politique. Voilà, la dernière parenthèse de cette émission, c'est pour parler de l'opposition. Dites-nous, Thierno Alassane Sall, qui incarne cette opposition? Parce que l'opposition, c'est aussi l'action. Qui incarne l'opposition au Sénégal? Je suis pas habilité pour décrire qui est dans l'opposition. Moi, je me sens à l'opposition et je suis à l'aise là-dessus. Et je fais pas de l'opposition pour le plaisir de m'opposer ou pour le plaisir... Vous êtes incapable de vous réunir autour d'une même table. Mais vous savez, il n'y a qu'au Sénégal où on veut dire qu'il faut que l'opposition soit une et unique. Et il y a des oppositions, comme dans tous les pays développés. On ne demande pas à Marine Le Pen d'être d'accord avec Mélenchon et vice-versa, ou on ne demande pas, etc. Parce que on n'a peut-être pas les mêmes visions. Et heureusement d'ailleurs, trop de bien ne nuit pas. L'essentiel est que ce soit une opposition sérieuse, qui réfléchisse, qui travaille sur le terrain. Mais je voudrais dire une chose, Baïomar. Vous parlez de division de l'opposition. La division qui m'inquiète, moi, c'est la division qui est en train de naître dans le pays. Ah oui? Oui, vous entendez ce qui se passe sur les réseaux sociaux, les insultes qu'on s'envoie, etc. Parce que ça avait commencé par des insultes, d'ailleurs, que certains insulteurs publics proféraient vis-à-vis des institutions. Je disais à nos amis, j'ai beau ne pas être d'accord avec les hommes politiques ou certains, c'est pas comme ça qu'il faut opérer la critique par des insultes. Parce que c'est très grave, ça introduit une mentalité. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a des risques de division de notre société en groupes qui n'existaient pas, qui sont le fait de certains esprits qui croient prospérer sur le lit de la division, diviser pour mieux régner, politiquement pour faire avoir des dividendes électoraux à cause des divisions. Je voudrais en appeler à nos guides religieux, à nos guides coutumiers, aux responsables, pour qu'ils parlent. Je voudrais en appeler, les supplier qu'ils parlent. Parce que il y a des dérives graves qui sont en train de se passer. Je suis bien placé pour le savoir. Moi, je suis un Sénégalais authentique, né au Kadior, Kayorien, d'origine Foutanké, Poulard, parlant plusieurs langues de ce pays, et à l'aise dans toutes les régions et dans tous les pays du monde. Je suis un citoyen du monde. Que la politique qui est en train de se faire depuis, pas seulement 2012, mais depuis 2000, qui a introduit la religion et la confrérie. Ah oui, c'est nouveau. Non, c'est pas nouveau, je dis ça depuis longtemps. On emprunte des voies très graves qui risquent de diviser le pays. Alors, il faut absolument que l'on se ressaisisse sur ces questions-là. Et que la loi soit implacable. Implacable. Avec tous ceux qui jouent sur ça. Parce que, une fois que le feu aura pris, comme ce qui se passe dans certains pays de la sous-région voisine que je ne veux pas évoquer, une fois que le feu aura pris, il est extrêmement difficile de l'atteindre. Et s'il y a un dialogue qui aurait un sens aujourd'hui, non pas organisé par des politiciens, etc., mais organisé par beaucoup d'hommes de volonté qui existent dans le pays, des universitaires, des religieux, des chefs coutumiers, c'est de refaire ce pays qui a connu une guerre irrédentiste en Casamance, qui est traversé par des potentiels clivages. Et quand la misère et l'échec économique, le chômage qui pousse les jeunes à aller à l'extérieur, se faire harakiri dans des bateaux, quand tout ça est réuni, c'est un cocktail extrêmement détonnant. Si on y ajoute les divisions ethnico-religieuses, etc., qui ne sont pas le fait du Sénégal et des Sénégalais. Vraiment. Moi, je suis bien placé, je vis sur plusieurs régions qui ne sont pas le fait des Sénégalais et des Sénégalais.
mais qui, comme toutes les divisions, comme ce qui s'est passé au Rwanda ou ailleurs, sont instrumentalisées par une petite minorité. Ça, c'est plus urgent que des questions de report d'élections ou d'autres. Mais vous étiez battu pour l'alternance aujourd'hui. Vous regrettez ce que vous avez fait? Vous regrettez ce que vous avez fait, le combat que vous avez mené en 2012? Vous regrettez le combat que vous avez mené? Je ne regrette pas qu'il y ait eu alternance. Oui. Qu'est-ce que vous regrettez? Mais je pense que si je savais que le parti que je vais accompagner se transformerait en ce qu'il est, c'est-à-dire un GIE commandé par un seul homme qui a ses propres calculs. Et je ne l'ai pas dit que maintenant. Je pourrais ultérieurement, le temps viendra, le temps deviendra de dire peut-être et de dire à l'appui des témoignages. Je l'ai dit à l'intérieur que ce que j'ai dit sur la possibilité de Poutine Medvedev, je l'ai dit à quelqu'un qui occupe éminemment, ou à beaucoup qui occupent éminemment des postes importants dans le gouvernement actuel. Donc ce n'est pas des choses que je dis aujourd'hui. Je l'ai dit en des circonstances vraiment où il fallait le dire. Donc je dis rien de... Je pense être conforme avec moi-même, avec mes convictions intimes. Et je crois que ce pays, viscéralement, on a raté des occasions. Et qu'un pays doté d'autant de potentialités, avec des intellectuels aussi brillants, des techniciens aussi brillants, des jeunes aussi dévoués, et qui littéralement est en train de dériver. Et à partir de quel moment avez-vous senti que vous étiez en train de vous dévier de la bonne direction, de la direction que vous vous étiez tracée? Bon, disons que dès les premiers 6 mois, quand j'ai vu le traitement qui était fait par certains dossiers, rappelez-vous, j'étais DG de l'ARTP et que j'avais pris solidement certains dossiers en main. Quand j'ai vu la manière dont on leur a donné un enterrement de première classe, j'ai compris en fait qu'il y a quelque chose. Mais tout comme les gens nous disent pourquoi vous n'allez pas au dialogue, vous abandonnez, vous démissionnez trop tôt, on vous dit oui mais il est inconstant, c'est une tête brûlée, on a essayé de me le dire. Hein.